On commence tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je crois que nous avons une interprétation simultanée, donc nous allons pouvoir chacun parler dans notre langue. Donc je me réjouis de vous accueillir ici à l'ambassade et au nom de l'ambassadrice qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle était en déplacement. Donc je souhaite d'abord vous remercier toutes et tous, en particulier nos panélistes aujourd'hui, le modérateur et notre partenaire Alliance, de votre contribution donc à ce beau dialogue autour des transformations écologiques et économiques initiées en Europe. Comme vous le savez, les pays européens et l'Union européenne se sont fixés des objectifs climatiques très ambitieux, à la hauteur des enjeux et de l'urgence de la situation. Le double objectif de moins 55% des émissions, de baisse des émissions d'ici 2030, mis en œuvre par le paquet Fit for 55, voilà, et de neutralité carbone d'ici 2050, donc les doubles objectifs, dans le cadre du Green Deal, place notre continent en position de précurseur et de leader mondial sur l'enjeu de décarbonation de l'économie. La guerre en Ukraine nous rappelle aussi l'urgence de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, et cela ne peut que nous conforter dans notre recherche sans relâche de solutions volontaristes, immédiates et alignées sur l'accord de Paris. Même si aujourd'hui on a l'impression que ce sujet passe au second plan. Les efforts de décarbonation et d'innovation engagés par nos entreprises sont donc absolument essentiels pour assurer aux générations futures un monde à la fois sûr, plus résilient et plus durable. Néanmoins, la politique climatique est mondiale par nature et l'urgence est de mise pour inverser la tendance, comme l'a rappelé le dernier rapport du GIEC il y a moins d'un mois. Les mesures prévues au niveau européen, en particulier dans le cadre du paquet Fit for 55, sont historiques de par leur ambition, mais cette ambition pourrait être remise en question si ces émissions devaient être transférées à des pays tiers. C'est le risque de fuite de carbone, carbon leaks. La mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, dit CBAM en anglais en tout cas, MACF en français, en allemand je ne me risquerai pas à... CBAM en allemand, très bien, s'avère donc indispensable pour préserver l'ambition et l'efficacité du Green Deal. Elle permettra d'accélérer la transition écologique de l'industrie sans craindre que les efforts européens ne soient minés par des fuites carbone. Je me réjouis que les ministres des Affaires économiques et financières de l'Union européenne se soient mis d'accord en Conseil ECOFIN du 15 mars pour donner un signal politique fort en parvenant à une orientation générale sur le projet de texte proposé par la Commission, le CBAM. C'était l'une des priorités, comme vous le savez, de la présidence française de l'Union européenne. Et les discussions, bien sûr, se poursuivent, notamment en lien avec la filière environnement du Conseil et demain, bien sûr, en trilogue, quand le Parlement aura adopté sa propre position, le Parlement européen. Comme vous le savez, le CBAM vise à promouvoir notre modèle écologique. Il aidera à réduire nos émissions et notre empreinte carbone globale. Il contribuera à créer un standard sur le prix du carbone à l'échelle mondiale. Et enfin, il renforcera l'acceptabilité d'ensemble. C'est donc aussi un outil au service d'une transition juste qui garantira que les efforts de nos industries engagés dans la décarbonation ne soient pas vains. Cette orientation générale adoptée par l'ECOFIN est une étape importante pour la politique climatique européenne. Mais évidemment, il faut se situer dans le cadre aussi global, et c'est pour ça que aujourd'hui l'objet aussi de cette conférence est d'aborder le sujet et le projet de club climat proposé par l'Allemagne et qui figure parmi ses priorités de la présidence du G7. Donc, si nous avons bien compris, il s'agit d'un club ouvert à tous ceux qui partagent une ambition climatique forte et qui viendrait justement renforcer l'ambition du CBAM et la coopération internationale, indispensable à la réussite de l'accord de Paris, réaffirmé lors de la COP 26. De nombreuses questions restent bien sûr en suspens, concernant notamment l'articulation de ce club climat avec le CBAM européen, ou encore les objectifs de convergence sur un prix carbone.
Les discussions se poursuivent et d'ailleurs, je crois, mais Monsieur Febik nous le confirmera, que c'est un des sujets qui sera abordé à Petersberg à partir de demain soir pour le G7 Finance qui se tient et probablement aussi lors de la ministérielle environnement, énergie, climat qui se tiendra à Bonn du 25 au 27 mai prochain à Berlin. Donc nous sommes en fait aussi au cœur de l'actualité avec notre conférence aujourd'hui. Bien sûr, malgré un large consensus des 27 pays européens sur le bien fondé de ces deux instruments, le débat reste complexe. Il est crucial que nous trouvions un équilibre entre, d'une part, la suppression progressive des allocations gratuites de quotas, qui est nécessaire pour préserver nos ambitions climatiques et sa compatibilité évidemment avec les règles de l'OMC, et d'autre part le maintien de la compétitivité de nos entreprises à l'export. C'est pour ça que le lien du CBAM avec le Club Climat pourrait peut-être contribuer à rendre plus acceptable et donc s'avère central. Donc je me réjouis et je remercie encore une fois tous les partenaires et les intervenants qui aujourd'hui ont accepté de débattre ces questions. Parmi nous ici, mais aussi avec un public en ligne, pour discuter de cette articulation et des ambitions et de la manière dont on peut réconcilier ces objectifs et ces processus. Donc je vous remercie et sans tarder, donc je vais passer la parole à Monsieur Subran, donc chef économiste d'Alliance, qui va modérer finalement le débat entre nos intervenants et donc je lui laisse le soin de les présenter. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Je vais aussi parler en français, je suis désolé. Je pense que c'est mieux pour vous et pour moi. Bonjour à tous. Je vais juste dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup à l'ambassade de France de nous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui tient à cœur aux Français et aux Allemands. Vous savez, les Français aiment taxer, les Allemands aiment commercer. Et donc aujourd'hui, on va essayer de se mettre d'accord parce que malheureusement, qui l'eût cru, hein, qui aurait pu penser il y a encore 1 an et demi, on était à l'avant-garde de ce qu'il fallait faire en termes de réponse à la crise Covid, c'est-à-dire on essayait de créer un monde plus vert, plus inclusif, certainement aussi plus respectueux de notre planète. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans chacun de nos 2 pays à subventionner les énergies fossiles pour éviter que le coût de la guerre soit celui qu'il est pour les ménages des entreprises. Et donc cet échange aujourd'hui est encore plus important. Pourquoi? Parce que, et Geneviève en parlera, c'est quelque chose qui anime beaucoup la communauté à Bruxelles et ceux qui sont observateurs de la commission du Parlement. C'est-à-dire que on a malheureusement beaucoup parlé de ces mécanismes, et on va parler des mécanismes qui tiennent à cœur aux Français, donc le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc la taxe, et le mécanisme qui, comme vous le savez, quand Olaf Scholz était ministre des Finances, il y a eu ce non-papier autour de cette idée de club climat, donc se mettre d'accord entre gens de bonne famille pour éviter que cette taxe carbone aux frontières soit trop coûteuse, ou du moins qu'on puisse élargir le champ mercantile dans lequel on peut travailler avec une convergence de trajectoire sur l'empreinte carbone, etc. Et puis, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que rien n'a avancé. C'est-à-dire, ça fait plus de 2 ans qu'on parle du CBAM. Moi, je me rappelle, chez Alliance, par exemple, on a fait plusieurs études sur les effets, quels sont les gagnants et les perdants, parce que comme tout mécanisme de redistribution, il y a des gagnants et des perdants. Après, on a regardé les gagnants et les perdants à l'extérieur de la zone euro, notamment les pays. Donc, au sein de la zone euro, c'était de savoir si c'était les ménages, les entreprises, quels ménages, quelles entreprises, puisque comment cette taxe carbone aux frontières se répercute dans les prix. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui fâche de parler d'inflation. Et à l'époque déjà, on voyait ce qu'aurait pu être le coût de cette taxe carbone aux frontières. Et puis après, on avait regardé, par exemple, le coût sur les autres pays. Je trouve qu'à l'époque, c'était la Russie qui était la plus affectée. Aujourd'hui, ça serait grand bien lui fasse, mais malheureusement, je pense que les échanges avec la Russie sont plus ce qu'ils étaient, ou heureusement. Et donc, c'est plus le pays le plus affecté, mais il y a plein d'autres pays. Je pense notamment aux pays exportateurs de matières premières, mais aux pays avec lesquels on a déjà des sujets d'approvisionnement qui seraient très affectés si on venait à mettre en place ce mécanisme. Donc l'échange aujourd'hui, c'est pour se parler, c'est pour échanger, voir où on en est, essayer de voir les options possibles.
Moi, je vais juste, lorsque je modérerai, j'essaierai aussi de donner un peu la vision que nous on a développée chez Allianz. Mais je voudrais rappeler juste en introduction quelque chose qui m'est cher en tant qu'économiste et en tant qu'économiste du secteur privé, c'est que avant de parler de taxes ou de régulation, parlons du prix du carbone. Moi, ce qui me gêne le plus, et vous avez peut-être vu, c'est la position du B7, hein, donc des entreprises du G7 qui se mettent d'accord. Donc en Allemagne, c'est beaucoup le BDI qui gère cet échange. Mais l'idée, c'est qu'on est quand même encore et toujours en Europe dans un problème où le prix du carbone n'est pas au niveau où il devrait être. Alors bien sûr, on peut en parler aujourd'hui, la 90, le marché ETS est beaucoup plus vivace que ce qu'il a été dans le passé, mais on sait que tout ça est volatile. Et donc l'idée du prix du carbone, ou l'idée de discuter avec des pays qui n'ont pas fait ce cheminement, hein, ce rite initiatique, d'essayer de dire voilà ce que coûtent les externalités négatives de votre production, de votre processus de commerce sur l'économie dans son ensemble, je trouve que c'est très problématique. C'est-à-dire, avant de parler de réglementation, avant de parler de taxes, il faut parler du prix. Alors, vous savez, en anglais, hein, la carbon tax, c'est une forme de prix. Il y a aussi dans la sémantique chez les économistes, il y a beaucoup de choses qui sonnent de la même façon et qui sont pas la même chose. Donc, on peut parler de plein de mécanismes, mais moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler sur cette idée du prix du carbone, que les incitations soient les bonnes, et ensuite on a des mécanismes d'ajustement pour justement pallier les failles de marché. Mais déjà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de niches sur ces prix du carbone, des secteurs qui ne sont pas qui ne sont pas concernés, et que c'est la vraie seule façon d'avancer, que ce soit pour le Club Climat comme les mécanismes d'ajustement aux frontières. Et donc je voulais juste faire cet appel un peu libéral en fait sur un sujet. Je continue de penser que le marché peut aussi aider à résoudre une partie des problèmes sur la lutte contre le changement climatique, et que à force de se mettre des camisole de force, on risque aussi de se retrouver avec des optimisations comme on peut en avoir sur l'évasion fiscale, sur plein d'autres sujets. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. C'est des mécanismes où il faut garder une partie de marché. Donc je voulais dire ça en introduction. C'est un plaisir d'être ici. Comment va se passer le débat? Alors déjà, c'est enregistré. Donc juste pour votre information, vous pourrez poser vos questions après ou pendant le panel. Donc l'idée, c'est qu'on a une première séquence. On a la chance d'avoir Aileen Shaukat de Agora qui va nous faire une introduction sur le concept de CBAM, et donc elle va parler notamment de sa recherche chez Agora. Donc Aileen est project manager, je sais même pas comment le dire en français, et elle s'occupe des sujets de décarbonation, notamment de l'industrie. Elle a travaillé aussi sur des sujets de politique commerciale et d'instruments de politique commerciale, et donc elle a aussi travaillé sur ces sujets de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Avant d'être chez Agora, un think tank qu'on connaît bien en Allemagne, puisque ça fait partie des think tanks qui donnent des informations assez importantes sur les trajectoires de décarbonation de l'économie allemande, et on sait combien c'est important aujourd'hui dans la discussion qu'on a sur les besoins de la transition énergétique. Donc avant de rejoindre Agora, Aline a travaillé pour le conseil commercial et d'investissement des relations avec la Suède, en Suède et en Allemagne, et elle était fellow en relations internationales pour une compagnie de biotech, je veux dire comme ça, aux États-Unis. Elle a commencé à Francfort comme consultante. Elle a étudié l'économie et les relations internationales à Francfort, Stockholm et Washington. Et donc on est ravis de vous accueillir, Aline, aujourd'hui. Et donc vous avez 15 minutes. Et ensuite, je vous présenterai nos deux panélistes, et merci encore à tous d'être ici. Aline. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank für die nette Vorstellung. Liebe Gesandte, liebe Gäste, vielen Dank für die Einladung heute Abend an die französische Botschaft und auch an die Allianz. Ist die Präsentation gezeigt? Tatsächlich, okay, super. Genau, ich werde jetzt einen kurzen Impuls dazu geben und eben über Ausgestaltungsmöglichkeiten des EU CBAM und des Klimaclubs referieren. Das Ganze offensichtlich auf Deutsch. Genau, und es wird sich, glaube ich, herausstellen, dass wir da in gewissen Punkten bezüglich Carbon Pricing vielleicht gewisse Differenzen haben, aber es ist vielleicht auch ein guter Impuls für die Diskussion danach. Du CO2, ce sera certainement utile pour la discussion par la suite. Oh, das geht. Moment. So.
Es geht los, genau. Mit dem Europäischen Klimaschutzgesetz hat die Europäische Kommission beschlossen, bis 2030 die Emissionen um 55% abzusenken. Das wird ja bereits gesagt. Für die Industrie bedeutet es, dass bis 2030 ein absoluter Transformationsaufwand besteht. Wenn man sich die Daten anguckt, dann muss die Industrie zwischen 2015 und 2030 ihre Emissionen um ungefähr ein Viertel absenken. Dass das ein absoluter Kraftakt wird, sieht man, wenn man auf die Jahre 2015 bis 2018 guckt. Man sieht, dass da in diesen Jahren tatsächlich keine Emissionsreduktion in der Industrie stattgefunden haben, tatsächlich eher ein kleiner Anstieg. Die Frage ist also, wie bekommt man es hin, dass die Industrie innerhalb dieser kurzen Dekade, in dieser wichtigen Dekade, in der wir jetzt leben, diese Transformation hinbekommt, diese Reduktion hinbekommt. Die gute Nachricht hierbei ist, dass die Technologien, die die Industrie für diese Transformation braucht, bereits bekannt sind. Also die größten Emissionen kommen von den Sektoren Stahl und Eisen und Zement, Chemikalien, Aluminium. Und hier sind bereits die Low-Carbon Technologies bekannt, die diese Transformation eben befördern können. Jetzt brauchen wir allerdings den Rahmen, damit diese Technologien überhaupt wettbewerbsfähig sind. Der CBAM ist in diesem Kontext ein sehr, sehr wichtiger Vorschlag, um die Industrietransformation voranzutreiben. Wie bereits eingangs gesagt wurde, sind die freien Allokationen kein nachhaltiges Carbon-Leakage-System, um die Transformation der Industrie zu befördern. Im aktuellen System, das sehen wir links, werden die EU-Produzenten eben von den Kosten des EU-ETS abgeschirmt durch die Zuteilung von freien Zuteilungen. Dadurch kommt es nicht zu Carbon Leakage. Das ist ein sehr effektives Instrument, wenn es darum geht, Carbon Leakage zu reduzieren. Allerdings setzt es eben nicht die richtigen Anreize, um die Industrie in die Dekarbonisierung zu leiten. Deswegen, der CBAM, das sieht man in der Mitte, im CBAM werden diese freien Allokationen in die Optimierung oder in die Versteigerung überführt. Das heißt, die Unternehmen, statt einfach ausgeschlossen zu sein von dem CO2-Preis, müssen sich nach und nach eben ihre Zertifikate zukaufen. Dadurch kann der Preissignal des ETS sich entfalten und wir können Carbon Cost Pass-Through haben. In der Ökonomie ist es sehr wichtig, weil dieses Carbon Cost Pass-Through eben sehr wichtige Anreize setzt, und zwar einerseits für Materialeffizienz und Zirkularität, aber eben auch das Geschäftsmodell für klimaneutrale Technologien befördert und deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Das zweite positive Element des CBAM ist, dass es sehr, sehr, sehr große Einnahmen über die nächsten Jahre generieren kann. Also dadurch, dass wir freie Zuteilungen in die Versteigerung überführen, können sehr hohe Einnahmen generiert werden. Wir haben das bei Agora ungefähr bis 2030 auf etwa 15 bis 25 Milliarden Euro geschätzt, nur aus der Versteigerung der freien Zuteilung. Natürlich gibt es noch Einnahmen an der Grenze. Und über den gesamten Einführungszeitraum bis 2035 sind diese Einnahmen ungefähr 73 bis 92 Milliarden Euro ungefähr. Also diese Einnahmen stünden dann, statt sie auf die freie Allokation zu verwenden, stünden dann der Industrie zur Verfügung. Stünden der Industrie zur Verfügung. Die Übersetzung muss hinterherkommen. Stünden der Industrie zur Verfügung, um diese Gelder direkt in die Transformation der Industrie zu investieren. Gleichzeitig, sobald eben das Preissignal sich komplett durchgesetzt hat, sieht man auf der rechten Seite, dass sobald das der Fall ist, sich eben auch das Fördervolumen, was nötig wäre für die Industrietransformation, verringert. Weil das Fördervolumen entspricht im Prinzip der Differenz zwischen den konventionellen Technologien und den klimaneutralen Technologien. Und wenn diese Preisdifferenz sich verringert, dann ist eben das Fördervolumen geringer und die Transformation günstiger. Zu guter Letzt, und das ist ja auch heute das Thema dieser Diskussion, ist, dass der CBAM ein internationales Signal sendet. Und dieses internationale Signal ist extrem wichtig, weil es an Handelspartner eben das Signal sendet, dass wenn sie ihre Ökonomien nicht dekarbonisieren, sich diese Märkte eben, gewisse Märkte im EU-Markt für sie schließt. Und das ist ein ganz wichtiger Anreiz, dass weltweit größere Efforts unternommen werden, um eben die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben. Aus diesen drei Gründen ist der CBAM in unseren Augen ein sehr wichtiges und richtiges Instrument, um die freie Allokation abzulösen. Das Problem ist, dass der CBAM zwei Schwachstellen, sage ich mal, hat, die eben kontrovers diskutiert wurden. Der eine Kanal, durch den noch Carbon Leakage eben passieren kann, unter einem eingeführten CBAM, nennt sich Resource Shuffling. Beim Resource Shuffling, um das kurz zu erklären, geht es letzten Endes um die indirekten Emissionen.
Also wir reden bei der Produktion von direkten und indirekten Emissionen, einmal prozessbezogenen Emissionen und energiebezogenen Emissionen. Und man kann hier in der linken Grafik sehen, dass eben weltweit große Unterschiede in den indirekten Emissionen bestehen. Was dazu führen kann, dass mit Einführung des CBAM Handelspartner ihre Absätze so verteilen auf der Welt, dass sie eben nur ihre kohlenstoffärmsten Produkte in die EU schicken und somit die EU-Produktion von dem Markt verdrängt. Und diese Produktion würde dann potenziell in andere Länder abwandern, wo sie nicht so strikten Klimapolitiken unterliegen wie im europäischen Markt. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist ein Problem, das sich den insbesondere großen Volkswirtschaften wie Deutschland, die sehr exportorientiert sind, stellt. Und das ist die Frage, was mit den Exporten passiert unter der Einführung des CBAM. Man sieht hier, dass die Anteile der Exporte am gesamten Produktionsvolumen tatsächlich nicht zu vernachlässigen sind. Also für Eisen und Stahl, Düngemittel und Aluminium beläuft sich dieser Anteil auf etwa 16-24%. Dementsprechend relativ hoch. Das kann für gewisse Installationen natürlich höher oder niedriger ausfallen. Manche Installationen sind da, haben einen sehr, sehr großen Exportanteil. Das Problem nun unterm CBAM ist, dass wenn der CBAM sein Preissignal entfaltet für EU-Produzenten, dann wird die Produktion der Güter in der EU teurer. Das Problem ist aber gleichzeitig, dass internationale Handelspartner dieses Preissignal nicht auf internationalen Märkten empfangen und dementsprechend diese Güter auf internationalen Märkten ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Frage ist nun, wie kann man das adressieren innerhalb des CBAM? Und wir haben da, Agora hat da im Frühjahr ein Papier rausgegeben, wo wir so ein bisschen die Gestaltungsmöglichkeiten des CBAM diskutieren. Und wir denken, dass im Rahmen der Ausgestaltungsmöglichkeiten des CBAM, dass man bereits gewisse Risiken einfach minimieren kann. Beispielsweise ist, wie gesagt, für das Resource Shuffling ist eher ein Problem der Scope-2-Emissionen. Dementsprechend sagen wir, dass der CBAM tatsächlich erst Scope-2-Emissionen ab 2030 berücksichtigen sollte, weil sich dann bis dahin der EU-Stromsektor dekarbonisieren kann und dieses Risiko dadurch abschmilzt oder nicht abschmilzt, aber verringert wird. Für die Exportfrage, und das ist wahrscheinlich das größere Problem, sagen wir, dass die Abschmelzung der freien Zuteilung vor 2030 zu einer geringeren Geschwindigkeit vonstatten gehen sollte. Und zwar wurde von der Kommission vorgeschlagen, dass man pro Jahr ab 10% abschmilzt und somit zwischen 2025 und 2035 eine vollständige Abschmelzung erreicht. Und wir sagen, dass vor 2030 diese Geschwindigkeit auf 6% pro Jahr reduziert werden sollte, damit der Kostendruck durch den CO2-Preis für die Exporteure nicht so stark bis 2030 durchschlägt. Danach allerdings sollte die Abschmelzung der freien Allokation umso schneller vonstatten gehen und trotzdem 2035 abgeschlossen sein. Bis 2030 müsste dann die EU im Rahmen eben auch dieser Einnahmen, die man durch den CBAM generiert, intensiv in die Dekarbonisierung der Industrie investieren. Weil der größte Schutz letzten Endes vor Carbon Leakage durch den Exportkanal ist, dass man selbst weniger Emissionen hat und dementsprechend einen geringeren Carbon Preis zahlen muss. Es gibt allerdings auch nicht nur innerhalb des CBAM, sondern auch außerhalb des CBAMs Möglichkeiten, wie man eben diese Risiken adressieren kann. Und insbesondere sehen wir da einen Policy-Mix, wie diese Instrumente zusammenspielen. Also einerseits haben wir den CBAM als Carbon-Leakage-Instrument, der eben für Carbon-Cost Pass-Through das ermöglicht, dass wir den CO2-Preis im ETS sich entfalten lassen und dabei dann Erlöse generiert. Diese Erlöse können dann im Rahmen von Carbon Contracts for Difference, also Klimaschutzverträgen, auf europäischer Ebene für die Industrietransformation gezielt eingesetzt werden. Die globale Industrietransformation kann allerdings nur erfolgreich sein, wenn wir sie auch global einbetten. Und in diesem Zuge hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr einen Klimaclub vorgeschlagen, als eine offene kooperative Allianz für Wettbewerbsfähigkeit und Klima. Und diese Agenda oder der Vorschlag der Bundesregierung ist sehr breit. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Handlungsfelder, an denen man kollaborieren könnte. Wir bei Agora haben uns dann überlegt, wie sollte eine solche Agenda für einen solchen Klimaclub idealerweise aussehen? Also welche Funktion muss so ein Klimaclub erfüllen und was sollte dementsprechend auf der Agenda dieses Klimaclubs stehen, um wirklich effektiv die globale Transformation der Industrie zu befördern? Dabei sind wir auf 3 Funktionen des Klimaclubs gekommen, aber wir haben 3 Funktionen des Klimaclubs dabei festgelegt. Einerseits ist es die
Skalierung und Kreierung von Leitmärkten und die Skalierung von Nachfrage. Also das in der ersten Ebene muss eben der Klimaclub Nachfrage global für kohlenstoffreduzierte Grundstoffe kreieren. In der zweiten Ebene muss er die technologische, das Technological Deployment quasi, also die Technologieanwendung muss er befördern, also auf der Supply-Seite dafür sorgen, dass es eben diese klimaneutralen Technologien gibt. Und dann zu guter Letzt muss er diese Transformation auf globaler Ebene muss er diplomatisch begleiten. Um ein Beispiel zu geben, wie wir uns das mit den Leitmärkten vorstellen, braucht zum Beispiel die Industrie, vor allen Dingen die Grundstoffindustrie, Standards, einheitliche Standards international, um international handelbar zu sein. Also um ein Beispiel zu geben, gibt es international derzeit keinen Standard, um den tatsächlichen Carbon Footprint von einem Produkt vergleichbar zu berechnen. Es gibt viele verschiedene ISO-Normen und viele verschiedene Systemgrenzen, in der das erhoben wird. Und es muss innerhalb des Klimaclubs eine Übereinkunft darüber geben, was die grundlegende Marktinfrastruktur für diese Grundstoffe in der Zukunft ist. Zweitens sollte es im Technologiehochlauf könnten sich Mitglieder des Klimaclubs Meilensteine setzen für die Industriedekarbonisierung. Also ähnlich wie sich quasi Länder Klimaneutralitätsziele setzen für 2050 und dann per Rückwärtsinduktion sagen, das sind nun die Schritte, die wir treffen müssen, könnten sich die Mitglieder des Klimaclubs sektorale Dekarbonisierungsziele setzen als Meilensteine und damit die Geschwindigkeit der industriellen Dekarbonisierung weltweit harmonisieren. Zu guter Letzt für die diplomatische Begleitung der Transformation global müssten sich die Mitglieder eines Klimaclubs darauf einigen, Prinzipien für Carbon Leakage Policy anzuerkennen. Wir haben gesehen, dass der EU-CBAM besonders bei Handelspartnern nicht gerade positiv aufgenommen wurde und es könnte sich im Rahmen des Klimaclubs können sich die Mitglieder darauf einigen, was akzeptiertes Fair Play im Rahmen der Carbon Leakage Policy ist. Wie Sie sehen, und das ist vielleicht der Unterschied zu den Eingangsstatements, haben wir keinen großen Fokus auf CO2-Preise in dieser Klimaclub-Agenda. Wir denken tatsächlich, dass ein überstarker Fokus auf CO2-Preise in der kurzen Frist nicht unbedingt der Industrie von großer Hilfe ist. Aus dem Grund, dass wenn man sich das genauer anguckt, Äquivalenz zwischen impliziten und expliziten Preisen zu finden oder aber einen gemeinsamen CO2-Preis zu haben, dass das auf große technische und politische Hürden stößt. Stattdessen ist unser Langzeitziel, auf das der Klimaclub gemeinsam zuarbeiten sollte, ist eben auf eine Konvergenz hinzuzuarbeiten für CO2-Produktstandards für Grundstoffe. Wenn eine kritische Masse an Handelspartnern sich auf CO2-Produktstandards für Grundstoffe einigt, also beispielsweise Stahl nur bis zu einer gewissen Kilogrammanzahl an CO2 pro Tonne Stahl unter sich zu handeln, dann ist dadurch bereits das Carbon Leakage-Risiko reduziert. Und dementsprechend haben wir das Zusammenspiel zwischen Klimaallianz und CBAM. Innerhalb dieser Agenda, die hier skizziert ist, gibt es bereits einige internationale Initiativen, die sich mit diesen Feldern befassen und da auch gute Arbeit leisten. Die G7-Präsidentschaft der Bundesregierung sollte nun den Augenmerk darauf legen, diese bereits bestehenden Initiativen zu nutzen, dass die politische und wirtschaftliche Einfluss der Bundesregierung innerhalb der G7 zu nutzen, um eben die Partizipation zu skalieren für diese bereits existierenden Initiativen, Lücken zu identifizieren und neue Initiativen auf den Weg zu bringen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Et les aider à les combler. Je me réjouis de cette discussion, de la discussion qui va suivre. Es freut mich, dass Eileen schneller als ich spricht. Ja, das ist immer mein großes Problem. Das ist, weil ich kein Deutsch spreche. Ich habe nur für die vier Jahre alt Wortschatz habe. Das ist nur zu schnell sprechen. Das ist auch Eileens Geburtstag. Vielen Dank. Alles Gute zum Geburtstag. So, peut-être avant que Eileen reparte, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la partie panel? Haben Sie Fragen für Eileen vor der Paneldiskussion? I can also look here, if there are any in the chat. Wir haben eine.
Ces exigences seront-elles exprimées en émissions de GES par kilo de produit? Ich brauche Übersetzung. Dans ce cas, comment éviter que les émissions totales ne dépassent les budgets globaux en cas d'augmentation de la production? Verstehst du denn nicht? Nee. Ces exigences. Ich habe leider nur Schulfranzösisch. Malheureusement, mon français, c'est d'un niveau scolaire uniquement. Je répète comme ça fait vraiment traduction en simultané. Puis moi, comme ça, je vais comprendre en français la question. Ces exigences seront-elles exprimées en émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit? Dans ce cas, comment éviter que les émissions totales ne dépassent les budgets globaux en cas d'augmentation de la production? C'est cette histoire de quotas. Comment tu gères les... C'est compliqué, hein? Comme tous les sujets un peu climat. Könnte die Dolmetscherin das nochmal wiederholen? Est-ce qu'on peut encore répéter? C'est beau l'Europe. Sie sollen nochmal langsam die Frage wiederholen. Ok. Ces exigences seront-elles exprimées en émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit? Dans ce cas, comment éviter que les émissions totales ne dépassent les budgets globaux en cas d'augmentation de la production? Jetzt ist die Übersetzung nicht da. Also ich fasse mal zusammen, wie ich es verstehe. Oh, Moment. Il faut 3 personnes. Das ist die Ratio GES, Gas par effet de serre. Okay. Merci Angèle Bertin. Angèle Bertin parle anglais. Will the requirements be expressed as a quantity of emissions per kilogram of product? On a foutu les Britanniques dehors, mais voyez, ils reviennent par la porte. C'est un vrai problème. Okay. Ich lege das mal zur Seite. Also die Frage ist, will the requirements be expressed as a quantity of emissions per kilogram of product? Genau, also wir haben gesagt, dass unsere Vision eben ist, dass es langfristig CO2-Produktstandards gibt, wo man sich eben auf ein Maximum quasi, einen maximalen CO2-Content für Grundstoffe einigt. Und dann ist die Frage, if so, how can it be ensured that the total emissions budget won't be more than spent if the production increases? Also die Frage ist hier ja natürlich nach unserem globalen CO2-Budget, das wir noch haben und der Punkt hier ist, dass es natürlich, also wir haben quasi eine Marktlösung, in der wir versuchen, durch Standards zu versuchen, die innerhalb dieses Budgets zu bleiben. Dass aber nun dieser Produktstandard Kilogramm pro Tonne Produktion dann nicht direkt sicherstellt, dass eben dieses Langzeitziel von CO2-Budget eingehalten wird. Das ist klar, das ist in diesem Mechanismus nicht enthalten. Das muss eben durch den ganzen gesamten Politikmix letzten Endes zusammengebracht werden, dass wir innerhalb dieser Planetary Boundaries bleiben. Eine andere Frage für Aileen. Encore une question pour Aileen. Non? Merci beaucoup. Danke sehr. Il y en a une. Attention. Das ist auf Deutsch, Aileen. Warum sollte die freie Zuteilung abgeschmolzen werden, solange nicht versteht, ob der CBAM zufällig von Carbon Leakage schützt? Danke für die Don't Frage. read it, because it means my German was Nein, das war sehr gut vorgelesen. Also genau. Die freie Zuteilung muss abgeschmolzen werden. Ich hatte das in meiner Präsentation auch gezeigt, weil in Anwesenheit der freien Zuteilung für konventionelle Produktionsprozesse gibt es eben kein starkes Geschäftsmodell oder kein überzeugendes Geschäftsmodell für klimaneutrale Produktionsprozesse. Also in Anwesenheit der freien Zuteilung können wir nicht auf großer Skala in diese klimaneutralen Technologien investieren. Der regulatorische Rahmen ist dafür der falsche. Sie haben eine Frage? Le cadre que l'on a à ce propos n'est pas celui qui est adapté. Geneviève a une question. Il y a ça. Pardon. Merci. Juste pour cette question, on a beaucoup travaillé là-dessus dans notre Institut Delors, à Europe Jacques Delors. Et donc, nous avons écrit déjà 3 papiers sur ce mécanisme. Le premier au printemps 2020, avec Pascal Lamy. Et en fait, il y a une chose très simple. Vous ne pouvez pas
ajuster à la frontière une chose qui n'existe pas à l'intérieur. Donc, si c'est donné gratuitement à l'intérieur, eh ben, c'est gratuit à l'extérieur aussi. Donc, en fait, vous devez avoir un parallélisme total entre ce qui est imposé à l'intérieur et ce qui est imposé à l'extérieur. Si c'est gratuit à l'intérieur, c'est gratuit à l'extérieur. Voilà. Voilà. Oui, compatibilité avec l'OMC, parce que les règles fondamentales de l'OMC, vous pouvez même les trouver intuitivement. C'est égalité de traitement, non-discrimination. Donc, si vous discriminez entre les produits domestiques et les produits importés, eh ben, vous contrevenez clairement aux règles de l'OMC. Quelque chose qu'on ne fait jamais en Europe, bien sûr. Ça se saurait. Merci beaucoup. Danke sehr, Aline. Ok, donc merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir de nouveau. Elle a choisi de venir passer son anniversaire avec vous. Alors, donc pour la suite, c'est mon plaisir d'accueillir Geneviève Ponce, qui est directrice générale de l'Institut Europe Jacques Delors. Geneviève était aussi directrice à la Commission européenne. Elle a aussi été directrice du bureau européen du WWF. Et puis Geneviève est très reconnue pour ses compétences sur les sujets de soutenabilité en Europe. Elle a été reconnue notamment par Politico comme une des femmes les plus importantes à Bruxelles, mais j'imagine que ça vaut pour toute l'Europe parce que Bruxelles c'est l'Europe, sur les sujets de l'environnement. Donc Geneviève, si vous voulez bien venir nous rejoindre sur la scène. Et puis on a aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Holger Fabich. Holger est le directeur général adjoint pour le département des politiques financières internationales, les institutions financières internationales, de la coopération bilatérale, de la finance du développement, de la coopération multilatérale. En gros, c'est monsieur G7, G20 au ministère des Finances aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur ce qui va se passer dans quelques jours, parce que je crois que demain, alors je sais pas qui on envoie dans ces cas-là, Olga. Il faudra que tu me dises si c'est Bruno Le Maire qui vient ou si on attend le prochain. Et donc, avant ça, ah bah oui. C'est quand même compliqué. Donc, Holger a fait une grosse partie de sa carrière au ministère des Finances. Et avant ça, il était aussi au FMI. Et donc, il parle parfaitement français avec un accent ivoirien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va parler allemand. C'est vrai? Merci beaucoup, Holger. Bitte schön. Donc, l'idée, c'est qu'on a posé 4 questions. Donc, je vais poser les 4 questions. La façon dont on avait envisagé ça, c'est que chacun d'entre vous avait le temps pour une petite introduction et puis après on échange. Les 4 questions, c'était wie kann CBAM so gestaltet und gesetzt werden, dass Handelsverzerrungen vermieden werden. Donc comment le CBAM doit être conçu et appliqué, je fais la traduction moi-même, sans affecter les relations commerciales. Je parlais des Français qui sont très souverainistes et des Allemands qui sont très mercantiles, c'est un peu le sujet. La deuxième question, c'est in welche Beziehung stehen die Konzepte CBAM und Klimaklub? Vous l'aurez compris, à la fin de notre réunion, il faut qu'on s'entende. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut trouver les complémentarités entre ces deux mécanismes. Et donc, je sais que pendant la préparation, on en a parlé et ils ont plein d'idées là-dessus. Troisième sujet de cet échange, c'est ist ein Klimaklub mit Ländern, die selbst noch keine CO2-Bepreisung eingeführt haben, überhaupt möglich? Peut-on avoir un club climat avec des pays qui s'en contrefoutent du prix du carbone? Traduction libre, hein. Donc notamment les États-Unis. La question, c'est quand même les États-Unis. Quatrième question, was ist von auf dem COP26 in Glasgow vereinbarten Dialog zwischen den USA und China zu erwarten und welche Chancen ergeben sich daraus für die EU? Donc, où en est-on du dialogue avec la Chine et les États-Unis après la COP26 à Glasgow et quelles opportunités a-t-on pour ces coopérations, hein? Est-ce qu'on met les Américains et les Chinois dans notre club climat? Ça nous arrangerait bien. Ça serait un peu moins coûteux dans un moment stagflationniste. Je commence par Geneviève, les dames d'abord, Holger. Geneviève, the floor is yours. Et moi, je vous rejoins, je vais m'asseoir avec vous. Ça évitera que la caméra se balade. Yep. Non, ça va? Ça va, très bien. Alors, je voudrais juste savoir d'abord de combien de temps je dispose. Pour l'intro, on va dire 5 à 7 minutes. 5 à 7 minutes. Et après, je reposerai les questions. D'accord. Bon, c'est le discours de l'Union. Oui, pardon. Je disais donc les intros 5 à 7 minutes.
Et ensuite, on passera les questions. Et puis surtout, ne vous gênez pas pour poser vous-même des questions. Je vais peut-être reprendre votre ordinateur, Emmanuel, comme ça j'aurai les questions qui m'arrivent dans le chat. Parce que on a eu plein de questions déjà des gens dans le chat, donc super. Geneviève, the floor is yours. Ici ou là-bas? Ici. Ok, très bien. Bon alors, premièrement, merci beaucoup à l'ambassade de France ici en Allemagne pour cette invitation. Je suis très heureuse, très honorée d'être ici et comme toujours d'ailleurs très très heureuse d'être à Berlin. J'aime beaucoup Berlin et je trouve toujours le dialogue franco-allemand extrêmement fructueux. Là, j'ai eu la chance de voir votre président, Monsieur Steinmeier, parce qu'il se trouve que c'est un grand ami de Pascal Lamy, donc il nous a très bien reçus. On a parlé de multiples choses, comme vous l'imaginez. Et ensuite, j'ai été reçue par le secrétaire général de c'est Deutsche Bauernverband, quelque chose comme ça. Hein, c'est ça. Hein. J'essaie de le dire en allemand, mais en fait, donc l'équivalent allemand de la FNSEA, ça s'est aussi très bien passé. C'est très intéressant. Il y a des tas de pistes qui, à mon avis, peuvent servir en Europe, peuvent servir en France. Donc voilà, cette introduction pour vous dire que je trouve toujours ce dialogue extrêmement fructueux. Parce que les pays sont amis, les pays ont ensemble vraiment la responsabilité de plus en plus forte d'être le moteur, je dirais même, le principal moteur de l'Europe. Ces deux pays, la relation de ces deux pays est vraiment ce qui fait marcher l'Europe, en particulier dans les moments de crise, mais ils partent de situations et de positions différentes. Ils ne sont pas dans des situations économiques semblables, ils ne sont pas dans des situations géographiques semblables, ils ne sont pas dans des situations historiques semblables, et c'est ce qui fait que lorsqu'ils s'entendent, eh ben vraiment, ça sert à quelque chose. Il y a quelque chose de nord-sud, il y a quelque chose d'est-ouest, et il y a quelque chose de latin-germain, enfin bref, c'est la bonne cuisine, c'est la bonne recette. Alors, tout ça pour en venir quand même à notre sujet, où là aussi, les visions, les positions sont différentes au départ, mais où je pense se dessine un consensus. Je vais faire 3 points maintenant. Hein. D'abord, les raisons d'être du MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ensuite, les volets diplomatiques complémentaires que nous proposons, nous, Europe Jacques Delors, pour que ça fonctionne. C'est le Club Carbone, mais aussi un forum de comparabilité. Et enfin, ce qu'il faudrait encore pour aller au-delà et pour réussir. Alors, en ce qui concerne la raison d'être du MACF, Ludovic a rappelé mon parcours, une partie de mon parcours. J'ai commencé il y a très longtemps au cabinet de Jacques Delors. J'étais en charge de l'environnement dans son cabinet. J'étais à Rio avec lui. Et mon engagement pour l'environnement est donc un engagement de très long terme. Et le changement climatique, j'en parlais déjà à la fin des années 80. Et j'étais parmi les gens qui, au début des années 90, à Rio, étaient très très conscients du problème et de sa gravité, de tout ce que ça allait donner. Et il faut décourager ces émissions de dioxyde de carbone. Et il faut les décourager très vite. Enfin, avec le Green Deal, la Commission, l'Union européenne s'est donné pour but la neutralité carbone en 2050, qui, selon les projections que l'on peut faire depuis la COP21 à Paris, est ce qui va nous permettre d'échapper au pire et justement de maintenir cette hausse de température à 1,5 degré. Donc c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette neutralité carbone en 2050. Nous savons comment y aller puisque nous avons le paquet Fit for 55. Et ce paquet donc signifie qu'il faut avoir diminué les émissions de dioxyde de carbone de 55% en 2030. C'est extrêmement ambitieux, très difficile. Et donc pour ça, on ne peut pas faire autrement que donner un signal prix fort et donc renchérir les émissions des industries les plus intensives en dioxyde de carbone. Donc, prix du carbone élevé, mais en même temps, bien sûr, le problème que l'on a à régler, tout le monde l'a rappelé, c'est un problème international. Donc, le problème planétaire, c'est le climat. Ça ne sert à rien
de renchérir les émissions de dioxyde de carbone chez nous si ça provoque des fuites de carbone, c'est-à-dire si les cimentiers ou les producteurs d'acier ou d'aluminium vont tout simplement produire ailleurs en émettant du dioxyde de carbone. Donc ça sert à rien. Donc il faut éviter ces fuites de carbone. Pour éviter les fuites de carbone, il faut mettre un mécanisme compensateur aux frontières. Voilà, donc c'est tout simple. Il y a une logique du Green Deal, qui est la logique de la neutralité carbone, qui est la logique de la lutte contre le changement climatique, qui impose des prix élevés chez nous, et donc un mécanisme d'ajustement aux frontières. Voilà. Donc il faut que l'on sorte très rapidement de la dépendance aux énergies fossiles, qui sont la plus grosse part de ces émissions, et cette nécessité est encore renforcée par l'actualité, qui nous montre que cette dépendance aux énergies fossiles est aussi une dépendance à de grands pays producteurs, et en particulier à la Russie. Et nous sommes aux côtés de l'Ukraine, nous sommes de cœur aux côtés de l'Ukraine, mais nous finançons l'effort de guerre russe en versant 750 millions d'euros par jour à la Russie, c'est-à-dire en finançant les 3/4 de son effort de guerre. Voilà, donc il faut en sortir très vite, sans se tirer une balle dans le pied, et en contribuant à la réduction des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dès que nous en avons parlé avec Pascal Lamy, nous avons dit que ça ne pourrait pas être imposé. De toute évidence, si l'on voulait passer en force, eh bien le mécanisme était mort-né. C'est impossible. Il faut avoir une approche coopérative. Il faut aller vers les gens en expliquant pourquoi on veut ça. Voilà. Et donc, une fois qu'on leur a expliqué ça et qu'ils l'ont compris, on peut trouver un terrain d'entente avec eux. Bon. Nous avons considéré, plus exactement, parce que nous avons proposé dès le début cette approche diplomatique. Mais lorsque des propositions précises, comme le club carbone proposé par l'Allemagne, ont été faites, nous avons réagi. Et nous considérons premièrement qu'il n'y a pas de contradiction entre un CBAM, comme on dit maintenant dans le jargon européen. Il n'y a pas de contradiction entre un CBAM et un club carbone. Les deux peuvent et même doivent coexister, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est la première chose. Mais il y aura d'autres problèmes à résoudre, parce que le club carbone, comme d'ailleurs son nom l'indique, sera un club entre des États qui ont un niveau de développement similaire et qui ont des moyens technologiques ou financiers similaires. Mais c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est concernée. Et elle est concernée aussi parce que elle n'a pas forcément les moyens, elle, de se décarboner, et aussi parce qu'elle va faire face à ce qui peut lui paraître un obstacle commercial ou une agression commerciale. Donc, nous avons aussi proposé très tôt dans le processus, nous étions à la Commission de développement durable de l'OCDE lorsque cette idée nous est venue, d'avoir aussi un forum de comparabilité placé auprès de l'OMC. Alors, je reviens un tout petit peu sur ces choses-là. Nous trouvons que la proposition allemande a au moins 3 grands mérites. D'abord, pour faire partie du club, il faut être ambitieux. Donc, en principe, c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ensuite, ce qui est proposé, les 2 grands domaines de coopération qui sont proposés sont très utiles, très pertinents. C'est la question de la mesure du contenu carbone, d'une part, et c'est d'autre part la transformation industrielle. Donc, ce sont 2 domaines de coopération très importants. Et enfin, il y a ce caractère d'inclusivité, c'est-à-dire ça n'est pas un club fermé, on peut y entrer et on peut aider ceux qui le veulent à entrer et les aider dans la transition. Donc, ce club a beaucoup de mérites. Mais comme je disais, il n'est pas suffisant parce que il ne va pas contenir l'ensemble des partenaires commerciaux, l'ensemble des acteurs mondiaux. Et donc, pour cela, nous proposons qu'auprès de l'OMC se crée ce forum de comparabilité
Et ce forum de comparabilité aurait vocation à accueillir l'ensemble des États membres de l'OMC, mais aussi les institutions internationales compétentes dans le domaine de l'environnement, dont le climat, l'organisation du climat, mais aussi celles qui sont compétentes dans le domaine du développement et celles qui ont déjà conduit des travaux dans notamment le domaine de la mesure du carbone, notamment l'OCDE. Donc c'est cette idée que nous avons, et ce club serait à la fois un lieu de dialogue pour éviter les tensions commerciales ou les apaiser, et aussi une façon d'échapper à une image de club de riches et de prendre mieux en considération les problèmes des pays en développement. Alors que faut-il ajouter pour réussir à ces ingrédients? Le CBAM, le club carbone, le forum de comparabilité. Il faut ajouter un dialogue tout à fait particulier, renforcé avec la Chine, parce qu'il ne faut pas lui donner le sentiment que c'est pas seulement un groupe de riches, mais que c'est un groupe de l'Ouest, disons, hein. Donc, il faut avoir un effort tout à fait particulier vis-à-vis de la Chine et au sein du G20, qui l'inclut. Et puis aussi, il faut être exemplaire chez nous. Et pour être exemplaire chez nous, nous voyons à Europe Jacques Delors deux choses les plus importantes. La première, c'est se passer des allocations gratuites le plus vite possible. Le Parlement propose que l'on commence en 2025 et que l'on finisse en 2035. C'est peut-être 26, c'est peut-être, enfin peu importe, je me trompe peut-être d'une date, mais en tout cas d'accélérer par rapport à la proposition de la Commission. Parce que il faut que l'on montre qu'on l'on est volontaire chez nous avant de pouvoir s'adresser au reste du monde. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec ce principe de non-discrimination, on ne peut de toute façon pas instaurer un mécanisme d'ajustement aux frontières s'il n'y a rien à ajuster, c'est-à-dire si c'est gratuit chez nous. Donc ça, il faut aller très vite là-dessus. Et par ailleurs, c'est l'aide aux pays en voie de développement, en particulier aux moins avancés, qui n'ont pas les moyens, qui sont parfois très dépendants de production intensive en dioxyde de carbone et qui n'ont pas les moyens de financer la transition vers des technologies moins polluantes. Voilà. Donc, ce que nous proposons, c'est notamment d'orienter au moins une partie des recettes du CBAM vers les pays les moins développés. J'arrête là, merci. Merci Geneviève. Herr Fabisch, Geneviève a déjà proposé des compléments au Club Climat. Alors, je vous donne aussi peut-être 10-12 minutes pour nous exposer votre vision justement de la suite à donner entre le mécanisme d'ajustement aux frontières, le Club Climat et puis surtout l'urgence, puisque je crois que Geneviève l'a rappelé, il y a cette continuité, mais il y a aussi cette urgence. Et je le disais, les ministres des Finances du G7 se réunissent bientôt. Est-ce que ça fait partie des sujets qui vont être abordés? Okay, ich spreche auf Deutsch. Ich spreche zwar Französisch ein bisschen aus meiner Zeit beim Internationalen Währungsfonds, wo ich in der Tat für die Elfenbeinküste Côte d'Ivoire zuständig war, aber das ist lange her und diese Debatte ist so technisch, dass ich es jetzt mal auf Deutsch versuche. Okay, je vais essayer de parler en allemand. Peut-être ne pas parler trop vite dans ce cas. Ich möchte gerne, bevor ich tatsächlich diese Fragen beantworte, die hier in der Einladung auch aufgeworfen worden sind und die aus meiner Sicht sehr relevant sind, möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal beschreiben, wo wir eigentlich herkommen. Und unser Zugang zu diesem Klimaclub ist in der Tat gar nicht so technisch, sondern er ist wirklich politisch. Ich mache seit vielen Jahren das G7, G20-Geschäft im Finanzministerium und ich habe erlebt, wie unter Donald Trump Handelsstreitigkeiten ausgebrochen sind zwischen Europa und den USA. Was einer unserer größten Sorgen ist, dass es erneut zu großen Spannungen im Handelsbereich kommen könnte. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Auf der einen Seite natürlich Richtung USA, aber auch nach Richtung Osten mit Japan und vielleicht auch China. Das ist einer der wesentlichen Impulse gewesen, warum wir gesagt haben, wir müssen den CBAM ergänzen. Und ich sage das jetzt gleich zu Beginn.
damit es ein für alle Mal klar ist, weil es immer wieder missverstanden wird. Unser Klimaclub ist kein Gegenvorschlag zum CIBA, soll eine Ergänzung sein. Climat, ce n'est pas contre les MACR. Bien au contraire, il aimerait le compléter. War, als wir anfingen über CBAM zu diskutieren, ist das, was auch im Einführungsvortrag von Aline gesagt wurde, das Problem des Exports, der deutschen Exportindustrie, der europäischen Exportindustrie ist nicht aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend gelöst. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen, solange nicht alle auf der ganzen Welt ähnliche Ambitionen haben bei der Reduktion von CO2, dass unsere Industrie wettbewerbsfähig bleibt. Il faut que notre industrie reste compétitive. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite de carbone. Je viens de l'apprendre. Das waren die beiden wichtigen Impulse. Daraufhin hat die Bundesregierung dieses Konzept des Klimaclubs entwickelt und das unterlag jetzt wie so vieles andere auch was wir Diskontinuität nennen, nämlich dass es hat Wahlen gegeben und nach der Wahl wurde eine neue Regierung gebildet und dann hat man jetzt dieses Thema erst wieder neu aufgegriffen. Aber es ist jetzt in der Tat bei unserer Jugendpräsidentschaft ein zentrales Thema. Und ich will es vielleicht ganz kurz nochmal beschreiben. Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir der Öffentlichkeit sozusagen nochmal ein geschlossenes Papier schuldig sind. Das liegt aber daran, dass wir es zuerst mit unseren Partnern, vor allem mit unseren französischen Partnern, aber auch mit den anderen EU-Partnern diskutieren wollten, auch mit der Europäischen Kommission, ganz wichtig, bevor wir es wirklich in einer geschlossenen, aufgeschriebenen Form der Öffentlichkeit präsentieren. Aber Sie sind jetzt die Zeuge sozusagen eines ersten Versuches. Wie Geneviève schon richtig gesagt hat, ist der Klimaclub erstmal in der Natur ein offenes Konzept. Er soll ganz ausdrücklich kein Rich Man's Club sein. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen, warum wir den Begriff Club wählen. Das würde sich nach Gentleman's Club anhören. Ich sage darauf immer, es gibt auch Fußballclubs. Mais non, il y a aussi des clubs de foot et ils ne sont pas exclusifs. Deswegen, also das ist mir das wichtig festzustellen. Aber was wichtig ist, dass alle Länder, die in diesem Club teilnehmen müssen sich zu einer ambitionierten Umsetzung des Pariser Abkommens verpflichten. Ils doivent de manière contraignante bei der Umsetzung, bei der Durchsetzung in ihren nationalen Ökonomien dabei zu sein, wenn es um Harmonisierung geht, wenn es darum geht, Handelsverzerrungen zu vermeiden. Sie müssen sich bereit erklären, auch mitzuwirken an Handelsstreitigkeiten zu beheben. Das hatte ich ja eingangs schon. Das ist uns ganz wichtig. Und vor diesem Hintergrund hätte dieser Klimaclub 3 wesentliche Säulen. Die erste Säule wäre in der Tat, dass wir versuchen wollen, Klimaanstrengungen vergleichbar zu machen. Das wurde gerade schon gesagt, das ist absolut zentral. Wir leben leider in einer Welt, das muss man einfach feststellen, wenn man wie ich sozusagen vom Doing kommt und nicht aus der Wissenschaft. Wir leben in einer Welt, in der leider die USA auf absehbare Zeit nicht bereit sein werden, einen CO2-Preis einzuführen. Das ist eine Tatsache, mit der müssen wir politisch umgehen. Wir leben außerdem in einer Welt, in der auch die Japaner nicht bereit sind, einen CO2-Preis einzuführen. Introduire ce prix COD. Ganz andere Vorstellungen haben als wir. Un avis bien différent d'une autre au niveau de la réglementation. Ce sont des partenaires commerciaux importants. On ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas ce qu'ils pensent. Nous vivons dans un monde où il y a énormément de tensions par rapport au marché émergent, la Chine. La Russie, c'est presque plus un sujet aujourd'hui, mais nous voulons continuer à entretenir des bonnes relations avec la Chine. Et tout ça, il faut garder tout cela à l'esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de cette comparabilité. L'année passée, j'ai participé au G20. On a essayé, mais franchement, ça n'a pas marché. Tous les BRICS étaient évidemment n'étaient pas en faveur et donc ça n'a pas pu fonctionner. Et donc, on a décidé de descendre au niveau du G7. On n'a pas eu de meilleures idées.
Donc, au niveau du G7, avec l'OCDE, avec le FMI, on essaye de développer cette comparabilité. Tous ceux qui comprennent davantage de choses, d'éléments scientifiques que moi le sauront. Qu'est-ce que ça veut dire cette réglementation? Quel serait le prix implicite du CO2? Est-ce qu'on veut donc cet aspect comparabilité? Einer Metrik eines Verständnisses, was vergleichbar ist, was ein Level Playing Field wäre. Pour avoir des règles du jeu communes pour tout le monde. Deuxième pilier de ce club, c'est la transformation industrielle. On en a déjà parlé, c'est essentiel. Schon alleine Economies of Scale bei dieser riesigen Aufgabe zu heben, müssen wir uns auf gemeinsame Standards einigen. Il faut qu'on se mette d'accord sur des standards, sur des normes communes. Qu'est-ce que c'est de l'acier vert? Quelles sont les technologies acceptable au niveau de la production du CO2, quel est le contenu en CO2 maximal qui est encore autorisé au sein de l'Union européenne. Depuis quelques années, nous avons à peu près tous les mêmes câbles pour les téléphones portables. C'est quand même très pratique, c'est ce qu'on aimerait atteindre en travaillant en commun. À l'échelle des G7. Troisième pilier, l'inclusion. Nous ne voulons pas être un club de gentlemen. Ce club se veut ouvert et inclusif. Je vais vous donner un exemple, évidemment. Kann auch noch beliebig oder nicht beliebig, aber kann auch noch diskutiert werden. Aber wenn ein afrikanisches Land sagt, CO2-Bepreisung ist für mich kein Thema und ich habe auch den CBAM nicht zu fürchten, weil ich exportiere sowieso nichts in die Europäische Union, ist mir egal. Aber wenn dieses Land sagt, ich habe in der Sahelzone riesig viel Platz, ein Kraftwerk, ein Solarkraftwerk zu bauen, mit dem ich grünen Wasserstoff produzieren kann, dann soll dieses Land gerne dabei sein und dann wollen wir dieses Land auch unterstützen, indem wir ihm entsprechende Kredite von Entwicklungsbanken geben oder auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Soutenir ce pays pour soutenir justement l'installation de cette installation d'énergie solaire. Ces pays doivent évidemment auch von dieser Technologiekooperation profitieren. Coopération technologique au niveau des in groben Zügen die Idee, mehr als das ist es nicht, die wir unseren internationalen Partnern vorgestellt haben. C'est l'idée que nous avons proposée à nos partenaires internationaux. Alors je reviens aux questions qui étaient d'ailleurs so gestaltet umgesetzt werden, dass Handelsverzerrungen vermieden werden. Das ist eher eine Frage jetzt die auf den CBAM gemünzt ist. Das hatte ich ja eingangs gesagt, das ist für uns noch die Exportfrage ist für uns immer noch nicht zufriedenstellend gelöst. Alors la question des exportations n'est toujours pas résolue. Nous voulons évidemment qu'il y ait un prix du carbone pour les industries, mais si au Japon, en Chine et aux États-Unis ce n'est pas le cas, ça a déjà été mentionné, que pouvons-nous faire quelque chose qui serait conforme bei der WTO gilt bei wie wir allen anderen Rechtsfragen in meiner dans le Meinung cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez, on a 2 juristes et puis on a 4 avis. Certains disent que ce n'est pas possible. Tous les jours, il y a une nouvelle étude qui est publiée. Et donc ça, c'est un point à clarifier. Ich hatte es gesagt, comment s'articulent les concepts du MACF et du club? Ça, je vous l'ai dit, c'est tout à fait complémentaire. Le gouvernement est en faveur, évidemment, du MACF. Nous discutons pour le moment des réglementations et des autres directives qui accompagnent ces mesures. En Europe, il y a évidemment des divergences d'opinion, mais nous sommes en faveur du MACF. Nous voulons que le club climatique soit un complément pour essayer que les problèmes qui se développent en dehors de l'Union européenne soient résolus. Est-ce qu'un club climatique incluant des pays qui n'ont pas encore introduit le prix du carbone, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, ça c'est vraiment une question. Je pense ici aux États-Unis, au Japon, à d'autres pays. Nous, en tant que gouvernement fédéral, il y a déjà des divergences au sein de l'Europe. Et donc, on peut s'imaginer travailler avec un prix implicite et dire qu'il y aurait une réglementation qui est tellement rigide qu'elle correspond Das ist, wie gesagt, die große auch analytische, auch wissenschaftliche Herausforderung, wo wir hoffen, dass uns die OECD helfen kann. Scientifiques auxquels nous sommes confrontés et nous espérons que l'OCDE va nous aider à ce niveau-là. La dernière question que vous aviez posée,
sur l'invitation. Ein bisschen was anderes. Was ist von dem auf der COP26 in Glasgow vereinbarten Dialog zwischen den USA und China zu erwarten und welche Chancen ergeben sich daraus für die EU? Wir finden zunächst mal ist es überhaupt bemerkenswert, dass die USA und China sich hier auf etwas so Wegweisendes einigen können. Das ist an sich schon ein Wert an sich. Insofern ist das absolut zu begrüßen. Aber es ist auch genau das, was wir uns unter dem Pillar 2 vorstellen, nämlich eben eine Industriekooperation in vielleicht erstmal in einzelnen Sektoren, wo man gemeinsame Maßstäbe, gemeinsame Anforderungen definiert und so zumindest in diesem Sektor ein Level Playing Field etwas näher kommt. Soweit meine einführende Bemerkung. Règles de jeu communes pour tout le monde. Voilà, ça c'était mes mots d'introduction. Alors, merci pour votre attention. Des questions en ligne. Après, moi, j'aurais aussi quelques questions. Alors, il y a une question très longue de Gianmarco Riva et mes capacités d'interprétation instantanée sont très mauvaises, mais la question, j'ai l'impression, c'est dans sa forme actuelle, le CBAM n'a pas de traitement spécial de ses économies carbone. On parlait des crédits carbone un peu tout à l'heure. Et donc, la question, c'est comment on fait quand on a autant d'entropie et d'hétérogénéité au sein de la zone? C'est-à-dire, c'est un peu, je ne sais pas si je paraphrase peut-être ce que veut dire Monsieur Riva, mais est-ce que cette taxe d'ajustement aux frontières pourrait être aussi les prémices d'un mécanisme de redistribution en interne où il y a des gens qui ont des bonus et d'autres qui ont des malus et qui aiderait justement à abaisser un peu le coût de la transition énergétique pour certains pays pendant que d'autres, en effet, mettraient un peu plus au pot. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle du CBAM que d'être un mécanisme d'union des transferts au sein de l'Europe? Est-ce que ça doit être aussi son rôle que de redistribuer en partie les revenus des uns et les bêtises des autres? Alors. Désolé, Jean-Marc Rivas, j'ai raconté n'importe quoi. Je suis pas complètement sûre que c'était la question, mais écoutez, pour ce que j'en ai compris, moi, oui, il faut qu'il y ait des mécanismes de solidarité à l'intérieur de l'Europe, tout comme d'ailleurs avec les pays tiers. Il y a deux fonds. Il y a un fonds d'innovation qui va aider les entreprises de ces secteurs intensifs en énergie à adopter des technologies plus propres. Et il y a un fonds, alors je crois qu'on l'a appelé de transition. Souvent, quand on est dans les discussions sur les noms, on ne sait plus sur lequel on est tombé à la fin, mais je crois que c'est le fonds de transition et qui permet, lui, d'aider les pays qui sont très fortement carbonés à financer leur transition énergétique. Moi, j'étais à la COP, je crois qu'elle s'appelait 24, à Katowice, et pour ceux qui y ont été, peut-être qu'ils ont eu la même expérience que moi. On sent le charbon dans l'air. On voit le charbon sur les murs. On est dans des régions qui sont entièrement marquées et depuis des décennies par le charbon. Et c'est marqué physiquement, mais c'est marqué dans l'économie. Donc, changer des régions aussi grandes qui représentent un tel pourcentage de l'économie d'un pays, c'est très difficile, c'est très coûteux, c'est très long. Et donc, il faut les aider. Et l'idée est bien que le produit, en tout cas c'est une des nôtres, mais je pense que ça fait partie des discussions, et que une partie du produit, non seulement d'ITS, mais du CBAM, vienne abonder ces fonds. Et comme je l'ai dit, une autre partie devrait aller pour faciliter le même genre d'effort, mais à l'extérieur, en particulier vers les pays les moins avancés. Ja, grundsätzlich sehen wir das auch so. Es ist vor allen Dingen, genau, wie beschrieben wurde, für die Länder, für die es eine riesige Transformation bedeutet, werden wir sicherlich ganz gezielte Unterstützung brauchen in bestimmten Industriesektoren. Wir sind weniger als Bundesregierung jetzt weniger der Meinung, dass wir jetzt unbedingt auch soziale Transfers über diese CBAM-Einnahmen oder über andere Einnahmen aus diesem Bereich finanzieren müssten. Da gibt es sicherlich auch andere Instrumente, aber ganz sicher ist es so, dass man diesen Regionen und auch den Industrien bei ihrer Transformation helfen muss.
Et on doit les aider dans le cadre de cette transformation. Mais cependant, il faut aussi faire attention au fait que nous devons le faire de façon à ce que cela ne viole pas les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, il faut le faire de manière donc correcte. Et évidemment, une partie des revenus doivent être utilisés pour aider ce secteur industriel à faire cette transformation. Une question de suivi à tous les deux. On parle beaucoup de... On pourrait partager en effet les bénéfices de cette taxe carbone avec des pays, mais Holger, vous avez travaillé au Fonds monétaire international, Geneviève à la Commission. Les questions de conditionnalité, c'est très dur à mettre en place. C'est-à-dire que si l'argent est prélevé, conditionner la ponction comme la redistribution de cet argent, quand on sait la difficulté qu'on a à se mettre d'accord sur des métriques. Holger, vous parliez du fait que les BRICS avaient toutes dit non à une métrique commune, ou du moins ça avait été un des sujets. Comment on fait pratiquement pour que ça marche? C'est-à-dire que si est-ce que on a des exemples déjà? Moi, je me demande, est-ce qu'on a déjà, par exemple à la Banque mondiale ou à la BEI, parlons de la BEI puisque c'est la nôtre, hein, est-ce qu'on a déjà vu des mécanismes où on était déjà sur des conditionnalités de réduction carbone pour des prêts financiers? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on sait que les revenus, ou est-ce qu'on a des simulations qui nous montrent que ces revenus-là pourraient être utiles pour des compensations, des offsets sur je sais pas, des réinvestissements dans le secteur social? Vous parliez de la Pologne tout à l'heure. Je sais qu'il y a un programme de la Banque mondiale qui cherche à sortir les mineurs pour les mettre dans d'autres secteurs. Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on sait que ça peut marcher? Parce que là, c'est une discussion très conceptuelle qu'on a. Il faut partager les bénéfices du CBAM. Mais dans les faits, comment on s'assure que les procédures de décaissement de cet argent-là, les procédures de mesure des résultats soient les bonnes, alors qu'on sait qu'on ne sait pas très bien faire aujourd'hui, déjà dans l'Europe, mais alors à l'extérieur de l'Europe, n'en parlons pas. Vous avez des exemples concrets, des cas, des use cases de ça? Die berühmte Konditionalität. Also ich wäre da vorsichtig. Alors la question des conditionnalités. Was glaube ich, wir haben jetzt ja auch die Situation in Deutschland, zum Beispiel an der europäischen Energiepreise sind durch die Decke gegangen und sofort kam die Frage auf, wie können wir die am härtesten betroffenen und vor allem die ärmeren Haushalte kompensieren. Das haben wir in Deutschland durch ein Energiegeld erledigt, das allerdings sozusagen mit den Einnahmen, die wir jetzt hier generieren, nichts zu tun hat. Und ich würde das auch nicht ich denke genauso, dass Einnahmen auf europäischer Ebene aus CBAM oder ETS jetzt nicht, wenn sie jetzt enorm erhöht würden, wie das sicherlich richtig wäre aus klimapolitischer Sicht, dass sie nicht genutzt werden sollten, um in die Sozialsysteme der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzugreifen. So weit sind wir in Europa noch nicht. Also wir haben die Sozialsysteme sind so fein kalibriert, dass, glaube ich, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union eine eigene Lösung da finden muss. Aber anders ist die Situation in der différente dans le domaine de l'industrie. Der gemeinsame Binnenmarkt schreibt uns das alleine schon vor. Da gibt es bestimmte Regeln und da gibt es auch Möglichkeiten, eben dann gezielte man sagt immer so ungern Subventionen, aber letztlich ist es das gezielte Subventionen, den Industrien zu geben, die sehr ehrgeizig dekarbonisieren. Wir haben das gerade in der Corona-Pandemie auch erlebt, wo die Beihilferegeln der Europäischen Union für eine gewisse Zeit angepasst wurden, um genau das zu ermöglichen, Unternehmen durch die Corona-Pandemie zu kommen. Und so kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass man Unternehmen, die sehr ehrgeizig dekarbonisieren, und dadurch Probleme haben, dass man die von bestimmten Beihilfetarifständen décarbonation et qu'on les subventionne de manière ciblée. Mais je ne parlerai pas de conditionnalité, je ferai une différence entre les systèmes sociaux, les ménages défavorisés et les entreprises. Sinon, ça devient trop compliqué, je pense. Pour Geneviève, je pense. Il est bien possible de tester le CBAM sans réduire l'allocation gratuite au-delà de ce qui est déjà prévu dans les règles en vigueur. Le CBAM pourrait, dans une période d'essai, compenser le prix du carbone effectivement payé par les industries en Europe. Contrairement à ce qui a été dit, l'allocation gratuite ne couvre pas toutes les émissions des industries européennes. Émettre du CO2 n'est pas gratuit chez nous. Bien sûr. Je pense que la personne qui a posé cette question n'a pas compris ce que j'ai dit du tout, mais pas du tout, du tout. Hein. Il y a des gens. Non, mais j'en sais rien. Peut-être que c'est la traduction, mais peu importe. En tout cas, ça n'est absolument pas ce que j'ai dit.
il y a bien sûr un secteur qui paye ces allocations en Europe et depuis longtemps, c'est le secteur de la production énergétique. Et il a réduit ses émissions de dioxyde de carbone de façon très sensible. Il les a réduites de 15%. Donc effectivement, il y a un secteur qui paye pour ces allocations gratuites depuis longtemps et qui, du coup, a fait exactement ce que l'on attend de lui et ce que l'on attend de ces mécanismes, c'est-à-dire il a décarboné. Et on a des fuites de carbone dans ce secteur. C'est pourquoi l'Institut Europe Jacques Delors avait proposé, dans notre première publication sur le CBAM, de tester le CBAM sur 2 secteurs. Un qui est très souvent pris comme secteur test, qui est le ciment, et l'autre qui n'avait jamais été pris comme secteur test, l'électricité, parce que nous avions appris qu'il y avait des fuites de carbone. Alors dans le cas de l'électricité, ce sont des fuites localisées, ce sont des fuites régionales. Donc il y en avait par exemple en Pologne, venant je me demande si c'était pas d'Ukraine précisément. Donc il y en avait en Pologne venant d'Ukraine et il y en avait aussi venant des Balkans occidentaux. Et à chaque fois, ça venait d'économies où les énergies fossiles étaient très peu chères. Et donc, en fait, on avait cet effet de prix. Chez nous, c'était plus cher parce qu'on décarbonait. Chez eux, c'était pas cher, mais c'était fort en carbone. Et donc là, on avait des cas de fuite de carbone. Donc oui, et ça prouvait qu'il fallait un mécanisme de défense. Ça le prouvait. Donc, effectivement, il y a dans l'Union européenne déjà des industries qui payent pour le carbone, qui achètent leurs allocations sous ETS et qui décarbonent. Et il y en a d'autres qui ne payent pas ou très peu et depuis très peu de temps, comme le ciment et l'acier, et qui malheureusement n'ont pas décarboné. Et les allocations gratuites ont été analysées pas seulement par nous, par moi, parce que moi il se trouve que je les connais très très bien à cause de toute mon histoire d'une quinzaine d'années à la Commission européenne sur ces sujets dans diverses positions. C'est vraiment, il y a des secteurs qui ont empoché une manne à cause des allocations gratuites. Ça a été analysé par quelques individus et ça a été analysé par la Cour des comptes européenne. Il y a un rapport, vous pouvez le lire, vous pouvez vous le procurer, vous verrez. Les allocations gratuites ont été une manne pour ces industries qui en ont bénéficié. Maintenant, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous les retrouverez, c'est énorme. Et malheureusement, ces industries n'ont pas décarboné alors que les technologies existent. Vous avez de l'acier propre, par exemple, en Suède. La Suède, elle, avait adopté la taxe sur le dioxyde de carbone en 1992, année où moi j'ai mené la bataille au sein de la Commission européenne pour que la Commission européenne l'adopte. Mais cette proposition de la Commission européenne n'a jamais été adoptée par le Conseil de l'Union européenne, donc nous n'avons jamais eu de taxe CO2 énergie. En revanche, nous avons eu quelques années plus tard, une fois qu'on a renoncé à cette bataille au Conseil, qui ne l'acceptait pas parce qu'il fallait l'unanimité des États membres, on a trouvé un mécanisme qui n'était pas une taxe, qui ne nécessitait pas l'unanimité, qui était donc ETS ou le SEC en français. Voilà comment ça s'est passé. Mais vous voyez, regardez les chiffres vous-même, regardez le rapport de la Cour des comptes, regardez ce que la Commission a dit. Lorsque les allocations sont payées, on décarbone. Lorsqu'elles ne sont pas payées, on ne décarbone pas. Et on se prive des technologies les plus propres. Et même un cimentier nous a confié qu'il faisait les investissements en technologies propres ailleurs que dans l'Union européenne pour continuer à bénéficier dans l'Union européenne des allocations gratuites. Voilà, pour vous dire les effets pervers des allocations gratuites. Danke, Julian. Sie haben unsere Geneviève sehr böse getan. Haben wir eine andere Frage? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, peut-être? Bitte schön. Je vous en prie. Franka Dichtel, mein Name von der Deutschen Energieagentur. Ich habe eine Frage und zwar für meinen Geschmack ist relativ wenig
die doch problematische Situation in Bezug auf die Konformität mit den WTO-Regeln gefallen. Also ich habe jetzt jüngst gehört, dass der zuständige Berichterstatter im Europäischen Parlament sogar dafür plädiert hat, die freien Allokationen bis 2028 anstelle von 2036 auslaufen zu lassen, damit man eben nicht in diese problematische Situation kommt, WTO nicht konform zu sein, weil ansonsten sind Klagen, glaube ich, eindeutig zu erwarten. Insofern wäre meine Frage, wie Sie das einschätzen. Und meine zweite Frage wäre, wenn Sie sagen, der Klimaclub ist vor allem ein politisches Instrument. Ich denke, dass es sehr wichtig wäre, genau diese internationale Einbettung zu machen und nicht wieder so einen deutschen Vorreiterclub zu machen, wo man sagt, hier, das ist wie Deutschland das macht und jetzt möchten wir alle dazu animieren, uns hinterher zu rennen. Ich glaube allerdings, dass das Narrativ vielleicht dafür etwas unattraktiv ist, wenn man einfach nur davon spricht, wir machen hier Standards und wir beschließen Regeln und dann ist das vielleicht nicht so attraktiv im politischen Narrativ. Könnte man nicht... Nein. Vous êtes française? Nur die Franzosen finden die Regeln unattraktiv. Il n'y a que les Français qui n'aiment pas les réglementations. Les Allemands trouvent que les réglementations sont très bien. Je ne suis pas très allemande. C'est la raison pour laquelle je suis responsable pour la coopération franco-allemande. Alors peut-être qu'il faudrait un peu améliorer le narratif et combiner aussi avec des mesures incitatives que cet instrument soit aussi assorti de mesures d'autres mesures politiques qui permettraient non seulement de financer le système social européen et de compenser les prix de l'énergie, mais que les fonds qu'on investit à l'étranger, qu'on aide peut-être certains pays afin qu'ils améliorent justement leurs normes au niveau de la production du CO2. Première question peut-être à vous. Les questions de réglementation. Je voudrais répondre à la question qui concerne les règles de l'OMC. Moi, j'ai cru que j'en avais parlé, mais peut-être que je me suis trompée, ou peut-être que la traductrice a eu... je ne sais pas. Hein, je pense qu'il faut remercier... Est-ce qu'on peut applaudir les interprètes? Parce que c'est quand même... On parle de choses qui sont d'une complexité. Je veux juste dire leur nom. Kerstin Krolak et Isabelle Schreiber. Merci, vous êtes des saintes. Merci. Je crois qu'il faut le dire parce que... Voilà. Toujours est-il que c'est complexe et peut-être que ça n'a pas été traduit, je n'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est vraiment très directement lié à votre question et allocation gratuite, règles de l'OMC. Alors maintenant, je vais le faire sous deux angles. Les allocations gratuites en tant que telles, sans même parler de CBAM, peuvent être analysées en subvention et pourraient être attaquées en tant que telles à l'OMC. Ça, c'est la première chose, première étape que je n'avais pas rappelée tout à l'heure. Deuxième étape, prétendre continuer à bénéficier de ces subventions tout en demandant un mécanisme de compensation aux frontières, c'est absurde. C'est absurde, ça ne peut pas être accepté. Parce qu'on compense quoi? Si on paye rien à l'intérieur, si on reçoit gratuitement des allocations de polluer à l'intérieur, des permis de polluer, comment est-ce qu'on peut les faire payer à l'extérieur? Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'incompatibilité avec l'OMC, c'est celui-là. C'est que l'on ne peut introduire progressivement un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qu'en diminuant progressivement les allocations gratuites. Et c'est seulement lorsque les allocations gratuites seront à 0 que le produit concerné, admettons qu'il s'agisse d'allocations gratuites au cimentier, c'est seulement quand elles seront égales à 0 qu'un mécanisme d'ajustement pourra commencer à être perçu à la frontière. Sinon, il n'y a pas lieu d'exister. Voilà. Geneviève la plus allemande de nous tous. Hein. La règle, c'est la règle. Hein. Plus d'allocations dans le CBAM. Non, mais je dis ça en rigolant, mais vous savez à quoi je fais référence. C'est-à-dire que on est dans un moment où ces histoires de souveraineté européenne et industrielle, la fin de la naïveté, c'est l'argument d'autorité qui est utilisé pour continuer de déverser des subventions et donc avec des effets d'aubaine et une incohérence
avec l'ensemble des mécanismes qu'on veut pousser. Donc c'est pour ça que Geneviève, je vous trouve très allemande ce soir. Ja. Holger. Also zunächst mal möchte ich ganz ausdrücklich Geneviève zustimmen, was sie gerade sagte. Ich möchte dazu sagen, das Thema ist selbst in der Muttersprache oft so kompliziert, dass man Schwierigkeiten hat, das zu verstehen. Deswegen wird diese Debatte auch, das glaube ich, wirklich auch oft schriftlich geführt, weil es wirklich komplexe Fragen sind und komplexe Mechanismen. Aber nochmal, um es einfach nochmal auf Deutsch zu sagen, ich stimme vollkommen Frau Pons zu. Man kann nicht beides haben, sozusagen null ETS innerhalb der Europäischen Union und dann auch noch einen Grenzausgleich obendrauf. Das wird nicht gehen und wir werden das, wie es gerade beschrieben wurde, eben anpassen müssen, möglichst graduell. Et avoir des adaptations qui se feront de manière graduelle. C'est nécessaire. Wie gesagt, was die Konformität mit WTO-Regeln angeht, ist mein Eindruck, dass es sehr komplex ist. Und ich fürchte, das ist wirklich unsere Befürchtung als Bundesregierung jetzt, dass es zu Klagen dann kommen wird und dass vor WTO-Gerichten ausgehandelt werden muss. Wir wissen alle, in welcher Lage die Schiedsgerichte der OECD sich gerade befinden. Noch konnte dieses Problem nicht gelöst werden, was die Schiedsgerichtsbarkeit anbelangt. Das ist ein Problem an sich, hat nichts mit der Klimadebatte zu tun, aber ist nichts, was uns als Bundesregierung geneigt werden lässt, das wirklich auszuprobieren, was vor der WTO passiert. Wir würden gerne eine Regel haben, wo alle Beteiligten sagen, jawohl, da werden wir unsere Handelspartner nicht verklagen, das funktioniert für uns, works for us. Und da denken wir natürlich, das ist kein Geheimnis, vor allen Dingen auch an die USA. Es wäre uns schon wichtig, dass wir einen Klimaclub haben, aufgesetzt auf den CBAM, der den USA ermöglichen würde, bei entsprechender klimapolitischer Ambition eben dann von dem CBAM auch ausgenommen zu werden. Das ist das, was wir als Fernziel für den Klimaclub schon vorhaben. Also in einem Club, Sie sprachen von Anreizen, ist es ja so, dass gibt es in der ökonomischen Theorie das sogenannte Clubgut, ne? Also der Club Benefit. Und das muss natürlich wohl definiert sein. Wer einem Fußballclub beitritt, bekommt die Trikots ein bisschen günstiger und kann bei der Jahreshauptversammlung den Vorstand mitwählen. So muss bei einem Klimaclub natürlich auch ein Anreiz bestehen, da reinzugehen. Und dieser Anreiz wäre zum einen natürlich die industriepolitische Kooperation, das habe ich ausführlich geschildert, aber zum anderen eben auch als Fernziel bei entsprechender klimapolitischer Ambition einem CBAM nicht mehr unterworfen zu sein. Oder beziehungsweise innerhalb des CBAM zu sein. Der CBAM gilt dann nur noch an den Außengrenzen des Klimaclubs. Das wäre das Fernziel und damit auch ein wichtiges Clubgut. Ich weiß nicht, ob es so fair ist, unsere Klimaclub-Idee jetzt sozusagen als Prinzip am deutschen Wesen soll die Welt genesen zu beschreiben. Es gibt ganz viele Initiativen im internationalen Bereich, die vorgestellt werden, die diskutiert werden, abgewandelt werden und so weiter. Und so ist das auch ein Vorschlag, der uns schwebt. Wir haben mitnichten ein geschlossenes Konzept. Wir stellen hier etwas zur Diskussion. Wir glauben, dass es nötig ist, den CBAM zu ergänzen durch so ein kooperatives Konzept, das inklusiv sein soll, um eben andere Länder in diesen ehrgeizigen Perimeter, wenn Sie so wollen, den die EU beschreibt, hineinzuholen. Das ist die Idee. Und Entwicklungspolitik, sage ich nochmal ausdrücklich, habe ich ja gesagt, das ist die Säule 3. Das ist mein Beispiel vom Solarkraftwerk in der Sahelzone. Das soll ausdrücklich dabei sein. Also Länder, die vielleicht, wir nennen das, wir sind dazu in einer intensiven Debatte, zum Beispiel mit Nick Stern, den Sie vielleicht auch kennen. Und der sagt immer, countries with different starting points. Das müssen nicht immer Länder sein, die arm sind. Das können auch Länder sein, die von wo ganz anders herkommen. Wenn es jetzt zum Beispiel in Polen einen Regierungswechsel gibt und da eine Regierung an die Macht kommt, die eine sehr ehrgeizige Klimapolitik verfolgt, dann hat die einen ganz anderen Startpunkt als die übrigen europäischen Länder. Das wäre auch so ein Land, dem wir im Klimaclub etwas anbieten würden, unter dieser dritten Säule der Inklusivität. Ja? Also sozusagen mit dem Catch-up-Gedanken, wenn Sie so wollen. Das wäre meine Antwort. Aber nochmal, jetzt machen wir mal einen Vorschlag und dann heißt es, die Deutschen wollen hier Vorschriften erlassen. Das ist überhaupt nicht die Idee. Es ist ein Diskussionsbeitrag und wir hoffen, dass der noch sehr intensiv diskutiert wird und vielleicht auch irgendwann konkrete politische Folgen hat. Okay. Andere Frage, letzte Frage. Ja, zwei Fragen. Und dann
dernière question ou encore 2 questions et puis on pourra boire quelque chose. Ich nehme beide Fragen zusammen, ja, so der und der andere Vielen Dank für die Diskussion. Ich hätte eine Frage, und zwar was jetzt die Entwicklung des globalen Südens angeht. Wenn wir uns einmal überlegen, wie die letzten Jahre gelaufen sind, also dort hatte man ja überhaupt keine vernünftige Bedingung für Entwicklung, ja, was Finanzmarktspekulation angeht, Zinsstruktur, Verschuldung, und da hat sich ja neben der China raus nicht wirklich viel getan. Inwiefern müsste es in der Entwicklungspolitik der Industrienationen wirkliche 180-Grad-Wende geben, du tout autour de 180 degrés au niveau des programmes de crédit qui sont octroyés aux pays en voie de développement afin qu'ils prennent leur politique industrielle en main, qu'il y ait aussi une amélioration des marchés des capitaux et que les droits intellectuels, par exemple, il y a des technologies qui existent et qui ne peuvent pas être exploitées. Donc pour être plus bref, est-ce qu'on n'a pas besoin vraiment d'un changement fondamental au niveau de la politique du développement et dans quelle mesure est-ce que c'est réaliste? Gerrit Driemer, je viens du groupe Thyssen. Il y a évidemment certains points qui ont été mentionnés qui ne me plaisent pas trop. En tout cas, nous n'avons pas fait d'argent grâce aux allocations gratuites, ça je peux le dire, mais la question qui se pose, c'est que nous sommes confrontés à une transformation. Il faut investir des milliards dans cette transformation verte, mais qui ne peuvent être financés qu'à l'aide des anciennes installations. Et donc, il va falloir que ça prenne encore 10 ans. Et la question aux 2 panélistes, est-ce que nous ne voulons pas évidemment garder cette allocation gratuite pendant des années, mais il faut imaginer un concept, à savoir que ces allocations gratuites soient octroyées à ceux qui essaient de décarboner. C'est pas possible qu'on investisse des milliards, mais que l'argent dont on a besoin ne soit réduit parce qu'on arrête cette allocation gratuite. Il faudrait vraiment un mécanisme de compensation qui permette aux industries d'investir dans l'avenir. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre aux questions ou chacun à son tour répondre à la question ou ne répondre à aucune question. Ou simplement clôturer. Geneviève, oui, vous voulez commencer? Bien, oui. D'accord. En ce qui concerne la politique de développement et d'aide au développement, je suis tout à fait convaincue qu'il faut que la dimension climat prenne une importance bien plus considérable dans la politique d'aide au développement. Vous avez vu, comme moi à Glasgow, la frustration des pays en développement parce que les 100 milliards qu'on leur a promis ne leur sont pas donnés, toujours pas donnés. Et aussi un autre besoin qui apparaît de plus en plus flagrant, qui est le besoin d'aide à l'adaptation, parce que les dégâts du changement climatique, par exemple au Sahel, sont très très présents. Moi, il y a un pays que je connais très bien qui est la Tunisie, qui est à 75% aride, qui est une grande partie de Sahara. Et en fait, l'aridité gagne dans ces pays et il faut les aider à lutter contre ça et à compenser ça. Donc oui, il faut vraiment réorienter l'aide au développement en donnant aux politiques climatiques toute l'importance qu'elles doivent avoir dans cette aide. Maintenant, en ce qui concerne le représentant de Thyssen, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les allocations gratuites ont incité son entreprise à décarboner. C'est surtout ça la question que je me pose. Ja. Okay. Danke. Mais oui. Gut. Brauchen wir eine 180-Grad-Wende im globalen Süden? Also nein, das glaube ich nicht. Changer du tout la politique en ce qui concerne le Sud global. Ich habe ja eingangs schon ein paar Beispiele Beispiele genannt, was beim Klimaclub für den globalen Süden drin ist. Und nur darauf möchte ich mich beziehen. Ich glaube, wir haben jetzt Zeit, eine grundsätzliche entwicklungspolitische Debatte zu führen, wobei ich auch dafür zuständig wäre. Aber rentrer dans les détails d'un débat d'aide au développement, même si c'est aussi de mon ressort. Il faudra un autre débat.
Ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons proposer, c'est une coopération industrielle qui permettrait de leapfrog, à savoir faire des sauts énormes, des grands progrès. J'ai travaillé notamment en Côte d'Ivoire, j'ai une certaine expérience à ce niveau-là. Il y a de nombreuses années, j'ai pu voir que beaucoup de pays africains ont fait des progrès dans d'autres domaines. Beaucoup de ménages n'avaient pas de téléphone fixe, ils ont tout de suite eu un téléphone portable et donc ils ont sauté une étape. Et vous parlez du Sud global, je n'aime pas trop ce terme, mais il faut vraiment voir qu'il ne faut pas que les pays pauvres commencent à développer leur charbonnage, mais qu'ils passent qu'ils sautent pratiquement directement à l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ne passe pas par l'exploitation du charbon. Ça, ce serait vraiment l'idéal au niveau de la politique climatique. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous avais donné un exemple un peu naïf, à savoir l'installation de panneaux solaires dans le Sahel. Pour cela, il faudrait vraiment aider les pays parce que ce sont des pays qui ont vraiment des conditions idéales pour le faire. Il faut exploiter ces possibilités. Ce serait une situation win-win. Et les banques d'investissement, vous avez parlé des crédits, elles sont très actives. Et je parle avec, notamment avec la Banque mondiale et d'autres banques, BAD, qui mènent ce genre de projet et qui déploie vraiment à grande échelle ce type de projet. C'est le genre de mesure que le club climat trouve pertinent. Alors, en ce qui concerne le groupe Thyssen, là peut-être on n'est pas tout à fait d'accord. Vos préoccupations sont une impulsion qui ont abouti à la création du club climat. On comprend vos problèmes, mais nous voulons que les allocations gratuites soient supprimées. On veut inciter à la décarbonation dans les industries. Je parle de l'hydrogène vert et ça devrait permettre de produire de l'acier vert. Mais bien évidemment, au sein de l'Union européenne, ça peut fonctionner grâce au MACF, mais à l'extérieur, pas. Et donc, pour compléter le MACF, eh bien, nous voulons mettre en œuvre ce club climat. Je n'imagine évidemment pas que tout va marcher, notamment avec la Chine au cours des prochains mois. Mais l'objectif à long terme, c'est qu'on arrive à faire de l'acier vert. Et si on y arrive, alors la Chine n'aura plus personne n'aura plus besoin d'avoir peur du MACF. Je pense que vous vouliez ajouter, vous aviez posé la question à Monsieur Thyssen en ce qui concerne. On oublie toujours qu'il n'y a plus d'allocation gratuite, c'est déjà le cas pour le moment. Nous, on est chez Thyssen, on a des pertes. Nous, cette allocation gratuite ou les 20% que nous devons compenser, et évidemment, cela nous intéresserait de progresser dans le domaine de cette transformation. Nous produisons des produits évidemment qui exigent beaucoup de CO2, mais on a besoin d'un temps d'évolution de 15 à 20 ans, et ce sont des décisions qui ne doivent pas prises chaque année, il faut les prendre, et de nouveau nous sommes confrontés à un moment où il faut prendre des décisions. 15% de tous les métallurgistes doivent, au cours de cette décennie, doivent être complètement transformés, ou on en revient à la vieille technologie. Et financer l'ancienne technologie, il faut 100 millions d'euros. Et une nouvelle technologie, ça nous coûte 1 milliard. Et ce sont les discussions que nous menons dans le contexte du MACF, du CEQE. Dans ce contexte, peut-être qu'un club climat pourrait être utile. Merci au gouvernement. Nous pourrions continuer dans le cadre de discussions informelles. La réponse était donc oui. C'est-à-dire qu'ils les utilisent pour au moins une partie
pour les investissements. Mais je pense que vous aviez une part de réponse ou un commentaire sur ce qu'avait dit Fabiche au jeune homme sur la politique de développement, c'est ça? Oui, en fait, il se trouve quand j'étais au WWF, on aimait beaucoup, on finançait beaucoup, ou même on réalisait beaucoup de ces projets auxquels vous avez fait référence, d'utilisation des énergies renouvelables dans le Sahel. Et vous pouvez coupler, par exemple, les panneaux solaires et l'extraction de l'eau, par exemple. Ou alors, dans les petites îles, qui souvent avaient des usines de désalinisation de l'eau alimentées par des moteurs diesel, parce que ce sont les moteurs des bateaux, ceux qui sont faciles à transporter dans les îles, maintenant, de plus en plus, utilisent l'énergie solaire pour la désalinisation de l'eau. Et ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est vraiment le genre de projet qu'il faut encourager. Ou même le vent. Vous voyez, Monsieur ThyssenKrupp, demain, des ascenseurs à hydrogène en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il nous faut. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci d'applaudir Geneviève Ponce et Albert Fabiche. C'était un plaisir. Et donc, on va boire un coup, mais au modérateur qui a modéré avec le grand art et avec beaucoup d'humour, et ça nous a permis de rire et de sourire un peu sur un sujet extrêmement technique et lourd. Et maintenant, je vous propose d'aller vers les salons de la résidence pour un drink, effectivement. Et merci encore de votre participation très active. Merci. Merci.